Bonjour à tous. Merci beaucoup de me permettre de vous faire ce retour d'expérience. Je m'appelle David Lebeau, je suis infectiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais donc aborder la question de la phagothérapie dans le cadre de la mucoviscidose autour d'un exemple qu'on a vécu à Georges Pompidou. Et puis je vous raconterai un second exemple qui a été mené à la Pitié-Salpêtrière dans une autre situation, mais qui illustre une autre manière d'accéder à la phagothérapie. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. On va parler de bactériophages, qui sont des virus capables d'infecter une bactérie. Vous voyez ici une représentation schématique d'un bactériophage. Et un message fondamental, c'est de comprendre qu'il y a une liaison spécifique entre un phage et une bactérie, ce qui veut dire qu'un phage donné pourra infecter une espèce bactérienne, mais pas l'autre, comme un Staphylococcus aureus, mais ne pourra pas infecter un Escherichia coli. Il y a plusieurs types de cycles. Le premier à connaître, c'est le cycle lytique. Le phage qui est représenté ici infecte la bactérie, provoque la mort de la bactérie en se multipliant. C'est l'idéal pour la phagothérapie dans la mesure où ensuite il n'y a pas de traces génétiques laissées au sein des bactéries qui sont mortes du fait de cette infection. L'autre cycle, il est lysogénique. Il peut être problématique. Dans ce cas-là, le phage infecte la bactérie et va pouvoir intégrer au chromosome bactérien des éléments génétiques, ce qui veut dire qu'il y a un risque potentiel d'intégration au chromosome bactérien de gènes de virulence ou de résistance, ce qui peut être un problème dans le cadre de l'évolution du patient. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Ça a été découvert il y a plus de 100 ans en France et aux États-Unis, avec un usage très important dans la première moitié du XXe siècle, dans plein de situations, des infections digestives, respiratoires, mais ça a été abandonné dans les années 40, 50 du fait de l'essor de l'antibiothérapie, sauf dans certains pays comme en ex-URSS ou en Géorgie par exemple, à l'Institut Eliava, l'intérêt sur la phagothérapie a été maintenu et Paola vous en parlera tout à l'heure. On a redécouvert ces phages au XXe siècle à cause d'impasses thérapeutiques provoquées par l'émergence de l'antibiorésistance et puis des situations d'impasse thérapeutique liées à des infections chroniques complexes surmatérielles, par exemple en orthopédie. Alors, quelles données on a sur l'usage des bactériophages et la mucoviscidose? Très peu. Des cas cliniques, une femme de 17 ans dans cet article, infectée et colonisée de manière chronique à Chromobacter xylose oxydans, multirésistant. Elle a reçu des nébulisations une fois par jour pendant 20 jours, à 4 reprises, M1, M3, M6, M12. Elle s'est améliorée, sans évidemment qu'on ait de lien évident entre la phagothérapie et le succès thérapeutique. Même exemple, parallèle, femme de 26 ans, cette fois-ci c'est un Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Elle reçoit la phagothérapie en intraveineux toutes les 6 heures pendant 8 semaines et elle s'améliore. La confrontation de ces deux cas illustre déjà toute la réflexion qu'il faudra avoir sur le mode d'administration de la phagothérapie en termes de données finalement de pharmacocinétique. Et puis l'expérience géorgienne qui a été décrite de manière très sommaire dans cette publication de 2010, 8 patients qui recevaient des aérosols à plusieurs reprises pendant 6 à 10 jours et avec une amélioration fonctionnelle microbiologique. Pareil, un critère de jugement qui n'est pas très bien défini. Des patients qui souvent recevaient une antibiothérapie et d'autres soins avec évidemment une imputabilité à l'amélioration qui est incertaine. Le dernier exemple que je voulais citer, il est intéressant à viser plus intellectuel en termes de pistes de recherche. Un jeune homme de 15 ans, une infection disséminée à Mycobacterium abscessus, et qui va recevoir des phages anti-Mycobacterium abscessus qui ont été modifiés génétiquement au préalable pour accroître leur capacité lytique. Il reçoit un traitement intraveineux 2 fois par jour pendant 32 semaines, il s'améliore, avec entre autres une amélioration des lésions cutanées. Donc pourquoi est-ce que c'est si compliqué? On a un recul de plusieurs milliers de patients traités, mais très peu de données de haut niveau de preuve, ce qu'on appelle evidence-based medicine, à savoir des données comparatives avec ou sans phage pour essayer de déterminer si l'amélioration des patients est liée à la phagothérapie. On dispose d'une seule entreprise en France qui produit des phages à usage humain, Ferricides Pharma, et ce pour uniquement 2 espèces bactériennes, Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa, ce qui restreint évidemment notre champ d'action dans la mesure où le phage de Staph doré ne sera pas actif sur Escherichia coli. Il y a des craintes du public, je pense pas trop, mais surtout un scepticisme des médecins, le camp de ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ce qui est évidemment pas très propice pour faire avancer le travail de recherche clinique ou fondamentale de manière sereine, et puis une lourdeur administrative qui va être illustrée par les 2 cas que je vais vous raconter dans le cadre d'un usage compassionnel. Alors on va partir de 2 exemples de la vraie vie, le premier qui a été mené à la Pitié-Salpêtrière, et celui qu'on a porté à Georges Pompidou. Donc je vous rappelle, cet exemple-là, c'est une patiente qui n'avait pas de problème respiratoire, mais que j'ai choisi de vous raconter dans la mesure où il illustre un des modes d'accès à la phagothérapie.
C'était là un problème d'infection neuroméningée sévère chez une patiente qui avait eu de multiples chirurgies neuroméningées du fait d'une tumeur cérébrale, et puis des infections récidivantes à staph doré tellement sévères qu'elle était en situation d'impasse thérapeutique avec un pronostic vital engagé, et les soins palliatifs ont même été discutés en novembre 2018. La décision a été de tenter un dernier traitement associant une phagothérapie, une antibiothérapie et une nouvelle chirurgie. Donc il y a une concertation. On verra tout à l'heure que c'est l'élément pivotal de la décision de phagothérapie avec l'équipe référente, la famille, la patiente, l'ANSM et Ferricides Pharma. Les mots-clés de cette concertation, c'est qu'il faut arriver à la conclusion d'un passe thérapeutique, que le pronostic vital ou fonctionnel est engagé, que la responsabilité de la phagothérapie sera portée par le prescripteur, mais également le pharmacien, qui va accepter de faire cette préparation magistrale à partir de la solution de phage. Et puis le microbiologiste va jouer un rôle un petit peu important. La famille et la patiente doivent être informés de cette situation d'incertitude. Ils doivent être informés à l'oral et à l'écrit pour obtenir leur consentement. Tout ça va permettre d'envisager un usage compassionnel selon la convention d'Helsinki. La NSM va être informée, il n'y a pas d'autorisation formelle, c'est plus un accompagnement. Ils vont aider les cliniciens à évaluer l'impasse thérapeutique et ils proposent des documents standardisés d'information. Ils vont aussi rappeler qui porte la responsabilité de cette préparation magistrale. Enfin, ils vont vérifier que le fournisseur répond aux règles de bonne pratique de fabrication et schématiquement, seul Ferricides Pharma a ce label en France. Voici le mail pour solliciter cet usage compassionnel auprès de Ferricides Pharma. Eux vont tester la souche bactérienne in vitro. Vous avez ici la culture bactérienne sans phage et en présence de phage, et ça leur permet de déterminer que ces deux phages-là sont actifs. Ils empêchent la croissance de staph doré, mais ce phage-là, par contre, n'a pas d'activité, et ça permet de composer un cocktail de phages actifs sur la souche bactérienne. Ils vont ensuite fournir les phages aux pharmaciens. Donc dans cet exemple, il a fallu 9 jours pour obtenir les phages. Vous voyez qu'en contexte de gravité aiguë, c'est pas quelque chose d'envisageable. La pharmacie reçoit les phages, la prépare avec une dilution, et puis l'instillation est cette fois-ci locale par le médecin référent au lit du malade avec l'antibiothérapie. Et dans cet exemple-là, l'évolution a été favorable avec une guérison sans rechute, avec plus d'1 an de recul thérapeutique. Le deuxième exemple a été beaucoup plus complexe. Milo, 12 ans, transplanté pulmonaire pour une mucoviscidose, multiple colonisation, et dans les suites, il va présenter ce qu'on a qualifié de bronchiolite aiguë puis chronique à Achromobacter xylosoxydans, pan-résistant, avec des besoins en oxygène significatifs, 2 litres minute, et puis des troubles ventilatoires sévères. Plusieurs tentatives d'antibiothérapie en échec, et donc une décision de phagothérapie. Les premières étapes sont les mêmes, ce concept de concertation entre l'équipe médicale, le patient et sa famille, et donc la décision d'un usage compassionnel en juin 2017. Et le problème, c'est que l'ANSM dit pourquoi pas, mais rappelle que Ferricides ne produit pas de phages contre la bactérie qui infectait Milo. Et donc, ça impose de trouver des phages ailleurs, et puis surtout d'obtenir une autorisation d'importation. Donc là, grâce à l'aide de chercheurs et de cliniciens impliqués dans la phagothérapie, dont Paola vous parlera et que vous connaissez probablement, Laurent Debarbieu, Nicolas Dufour, on a pu identifier une collection de phages en Allemagne et un laboratoire intéressé par cette thématique-là, qui ont accepté de tester in vitro la souche d'Achromobacter de Milo, et ça a été fait à l'hôpital de Rennes-Astrid. Donc il a fallu 1 mois déjà pour qu'on ait cette information. Après avoir identifié les phages actives, ils ont accepté de produire les phages, ça prend 2 à 3 semaines, et il a fallu constituer le dossier d'autorisation d'importation auprès de l'ANSM. Je vous rappelle ici le lien pour atteindre ces documents, c'est dans l'onglet publication de l'ANSM. Ce que l'ANSM va vérifier, c'est si les phages, leur séquence génétique, confirme que c'est bien des phages lytiques. Je vous rappelle que s'ils s'intègrent, il y a un risque pour le patient, s'il s'agit de phages tempérés avec le cycle lysogénique dont on a parlé tout à l'heure. Il vérifie que les protocoles de production sont similaires à ces protocoles de bonne pratique de fabrication. Le risque, si ça n'a pas été bien purifié, c'est entre autres des endotoxines bactériennes qui peuvent donner des réactions aux patients. Et puis, ils évaluent le site de production. C'est un processus extrêmement long. Finalement, ils ont délivré l'autorisation d'importation après 2 mois par rapport à la décision de phagothérapie. Comment est-ce qu'on administre cette phagothérapie? Est-ce qu'on fait des aérosols? On a quelques documentations qui suggèrent que les nébuliseurs à tamis vibrant sont moins délétères, ou alors pendant une fibroscopie, il y aura moins de pertes, mais évidemment, le problème de l'anesthésie générale, on décide de tenter une administration par aérosol dans un premier temps, avec un échec, la persistance d'une colonisation sur le LBA 10 puissance 4 Achromobacter et l'absence d'amélioration clinique.
On s'est demandé pourquoi, on a testé la sensibilité de la souche, on a évalué la quantité de phages, et on a conclu que c'était probablement par sous-dosage qu'il n'y avait pas eu d'amélioration clinique ou microbiologique. Donc deuxième production de phages, administration cette fois-ci per fibroscopie. Tout ça prend du temps, on est cette fois-ci déjà à presque 6 mois de la décision initiale de phagothérapie, et cette fois-ci on fait une instillation pendant la fibroscopie, suivie de nébulisation à domicile, ce qui impose, comme le patient vit à Lille, d'impliquer le CHU, la pharmacie de Lille et l'HAD. 14 jours de nébulisation, et les premiers LBA signent un échec précoce, avec la persistance de 10 puissance 4 Achromobacter xylose oxidans. La suite est beaucoup plus compliquée à interpréter. Milo va s'améliorer avec un sevrage en oxygène, l'arrêt de l'antibiothérapie sans rechute, une amélioration fonctionnelle et ventilatoire, et la négativation des prélèvements respiratoires. Et la question qui se pose, c'est évidemment quelle est la participation de la phagothérapie dans cette amélioration. On est maintenant à presque 3 ans de cette tentative de phagothérapie. Évidemment, la question principale réside dans cette interrogation. On pourra en discuter lors des échanges. Donc en conclusion, on peut obtenir des phages par Phérecydes pharma pour 2 espèces bactériennes. C'est possible en aigu, mais ça semble difficile en cas de défaillance vitale à court terme. En dehors, c'est totalement inadapté à une pathologie aiguë. Vous avez vu la lourdeur du processus, qu'on peut évidemment améliorer, mais ça prend du temps. Il y a 2 collections à connaître de phages en Allemagne, la DSMZ, et une collection à Lausanne. Et puis l'hôpital militaire de la Reine Astrid en Belgique, qui a développé une structure de production avec des interactions fortes avec l'ANSM qui permettent d'apporter un gage de qualité de production des phages. Paola vous en parlera. On a assisté à un comité scientifique organisé par l'ANSM qui avait répertorié 45 demandes de phagothérapie depuis 2015, seulement 15 administrations. Ça reste extrêmement limité. Et donc évidemment, à ce stade-là, ça fera l'objet de la deuxième présentation, il faut qu'on puisse sortir du cas isolé et de l'usage ponctuel pour en faire une évaluation qui permettrait de déterminer si oui ou non l'usage de la phagothérapie permettrait d'apporter un bénéfice fonctionnel ou thérapeutique, en tout cas chez les patients atteints de mucoviscidose. Je vous remercie pour votre attention et je tiens aussi à remercier l'ensemble des personnes qui ont joué un rôle crucial dans ces 2 expériences de phagothérapie française. Merci pour votre attention.